Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melchior pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. D'abord, Damien. Damien, tu te connectes d'assez loin, je crois. Et de quoi vas-tu nous parler? Alors, je vous connecte ou je vous parle d'Istanbul et je vais vous parler, bien évidemment, ça tombe sous le sens des élections américaines. Donc, je prends l'occasion ou l'opportunité de cette tribune que vous m'offrez pour déclarer devant tout le monde, je fais mon coming out. Je suis vraiment tombé amoureux du président Trump. Ceux qui me connaissent savent que c'est une évidence et que ça coule de source. Évidemment. Et, et, et je l'aime tellement, en fait, que j'ai décidé de lui écrire un poème qui va bien évidemment, qui ressemble à un poème et toute allusion n'est pas fortuite. J'ai pas choisi une fable cette fois-ci, mais vous allez bien évidemment reconnaître de quoi il s'agit. Alors, en fait, c'est pour faire le portrait d'un oiseau. Donc, il faut toujours peindre d'abord une cage, les États-Unis déclinant, une superpuissance effritée, une nation en ruine à l'intérieur, contestée à l'extérieur, brisée, sans éclat. Il faut ensuite peindre quelque chose de massif, quelque chose de bruyant, quelque chose de dérangeant, quelque chose de grotesque pour l'oiseau. Il faut ensuite passer la toile contre un gratte-ciel dans une ville divisée ou au cœur d'une foule en colère. Bien se cacher derrière l'écran sans rien dire, sans bouger, et parfois l'oiseau arrive vite. Il surgit à coups de tweets, de slogans criards, de promesses creuses, ne pas se décourager, attendre le vacarme, attendre s'il le faut, les insultes, les moqueries, les mensonges répétés, les flatteries grossières, la vitesse ou la lenteur des scandales n'ayant aucun rapport avec la réussite de sa capture. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Attendre que l'oiseau s'installe dans la cage et quand il s'y pose, fermer doucement la porte avec la Constitution. Puis effacer un à un les barreaux, les discours civilisés, en ayant soin de ne toucher aucune de ces plumes d'or. Faire ensuite le portrait du pays en choisissant le chaos de ses branches pour l'oiseau, peindre aussi les coups de vent de la révolte, la poussière des libertés perdues et le bruit des foules dans la chaleur d'une élection brûlante. Et puis attendre que l'oiseau se mette à chanter, son chant de canquette, son écho de narcissisme. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe, signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, s'il vocifère, s'il rugit, c'est bon signe, signe que vous pouvez signer. Alors vous arrachez tout doucement une des plumes de son égo et vous écrivez votre nom dans un coin du pays. Vous aurez bien évidemment reconnu, pour faire le portrait d'un oiseau, de Jacques Prévert. En fait, non, je voulais vous dire, je n'aime pas du tout Trump, mais vraiment pas du tout. Mais là n'est vraiment pas le sujet non plus. Et donc la vraie question pour nous entrepreneurs, pour vous entrepreneurs, c'est que puis-je apprendre de la victoire de Trump en tant qu'entrepreneur? Que pouvons-nous en prendre ensemble de ce qui est en train de se passer devant nos yeux? Il y a tout d'abord la métaphore de l'autoroute et la question qui se dessine derrière, c'est celle du discours dominant contre celle du discours pertinent. Alors la métaphore de l'autoroute, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une personne qui conduit sur l'autoroute, tout va bien, tout se passe bien, et elle entend un message à la radio, attention, attention, sur l'autoroute, il y a une personne qui conduit en sens inverse. Et là, le conducteur dit, mais il est con ou quoi? Il y en a des milliers qui conduisent dans le mauvais sens. Donc la vraie question, c'est, dans toute situation, quel est le discours important? Est-ce que c'est celui du discours dominant ou celui du discours pertinent? Et là, c'est là où je vous amène au Danemark, avec Søren Kierkegaard, qui dit il y a deux façons de se tromper. L'une est de croire ce qui n'est pas, et l'autre est de refuser de croire ce qui est. En l'occurrence, ce qui est assez simple quand on regarde ce genre de carte. En rouge, vous aurez bien évidemment reconnu les républicains ou les trumpistes, et en bleu, les démocrates. J'ai passé ma semaine dans des groupes d'Américains que je connais, avec qui j'étais à l'école. Évidemment, ils sont plutôt dans le camp bleu.
Et ils essayent de comprendre ce qui leur arrive avec un discours de camp bleu, en disant c'est pas possible, c'est horrible, c'est le chaos, c'est l'enfer, avec, on va dire, des éléments d'analyse, un discours qui est totalement dépassé par la réalité. La réalité est que le pays est rouge et il n'est pas bleu. Je vais vous parler encore de Søren Kierkegaard, qui dit quelque chose de très amusant, qui dit qu'un jour, le feu prit dans les coulisses d'un théâtre. Et le bouffon, le clown, veut en avertir le public. Et puis, on pense que c'est une blague, un mot plaisant. Et on l'applaudit. Il répète encore. Les applaudissements redoublent. Et en fait, Kierkegaard nous dit, c'est ainsi que je pense que le monde périra, dans l'allégresse générale des gens spirituels persuadés qu'il s'agit d'une plaisanterie. Rappelez-vous bien, les rouges et les bleus. On peut aussi se rappeler cette bonne société, ces dames de bonne compagnie qui, sur le Titanic, se demandaient mais quel champagne allons-nous pouvoir boire? La réalité, c'est celle-là. Et il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. Au pied de la tour Trump, à New York, il y a des femmes qui ont voté Trump, qu'on le veuille ou non, et qui l'admirent, qu'on le veuille ou non. La réalité, c'est celle-là. À partir de ce poème, à partir de cette observation, j'ai quelques pistes de réflexion sur notre rapport à la réalité, notre rapport aux conclusions qu'il faut en tirer, mais aussi sur le rôle de l'entrepreneur. Je vais peut-être prendre le risque de bouleverser certains canons du Panthéon Melsion en y ajoutant peut-être, au-delà de l'effectuation, au-delà de la capacité, je dirais, ou la volonté à être autonome, d'autres éléments importants. D'abord, considérons le rôle de l'entrepreneur. Je pense que l'entrepreneur est un démiurge, c'est-à-dire c'est un créateur qui a une responsabilité dans la création de l'univers physique qui l'entoure. C'est vraiment le rôle de l'entrepreneur. On retrouve là l'effectuation, mais aussi l'autonomie. Un démiurge, c'est quelqu'un qui travaille pour le peuple, donc le démos, et le ergos, le travail. Le ergos, vous le retrouvez dans toutes les racines, en fait, work, werk, c'est la même racine. Le deuxième point, et c'est là peut-être où je voudrais ajouter une dimension dans les deux piliers Melsion, c'est une apologie de la transgression et l'intervention paradoxale. C'est-à-dire qu'il faut prendre le risque d'aller à contresens, où il y a parfois des merveilles, des solutions. Je prends l'exemple de Triboulet. Triboulet, c'est évidemment quelqu'un que nous avons tous oublié, c'est le bouffon du roi François Ier qui participait au Conseil du roi. François Ier revient de Marignan, gonflé d'orgueil, 1515, on connaît tous la date, et il se dit, il faut qu'on continue la campagne d'Italie. Et le Conseil du roi dit, allons-y, fort de sa victoire. Et Triboulet, le bouffon de la cour, dit, vous parlez tous d'entrer en Italie, mais personne songe au moyen d'en sortir. La suite de l'histoire prouve que le bouffon avait raison, puisque François Ier sera fait prisonnier à Pavie. Pardon. Un dernier point, et là je ferai plutôt un appel à Hemingway, qui dit il n'y a aucune noblesse à se penser supérieur à son interlocuteur. Il n'y a aucune noblesse pour les démocrates d'avoir pu penser à un moment que leur vertu, leur rationalité, leur façon de bien penser et d'être du bon côté pouvaient leur garantir un succès. La vraie approche, c'est celle de l'humilité. La vraie noblesse, c'est de savoir être supérieur à ce que l'on a été. En conclusion, c'est une invitation que j'aime à faire à chaque fois à la fin de mes chroniques. C'est une espèce d'injonction basée ici sur 3 pieds. La première, c'est celle d'entrer dans la réalité. La seconde, c'est d'oser la transgression. Et la troisième, c'est bien évidemment d'oser la transformer. Merci beaucoup et bon week-end.